mardi 27 mai. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal télévisé à la une de l'actualité. La création d'un droit à l'aide à mourir franchit une étape décisive au Parlement. 305 députés l'ont voté à Paris. Prochaine étape, le Sénat. Si le texte est adopté, il s'appliquera aussi en Polynésie où plusieurs élus demandent une large consultation. À quelques jours de la conférence de l'ONU sur l'océan à Nice, l'Université de la Polynésie française accueille le 7e congrès des pénalistes francophones. Un rendez-vous centré sur les enjeux juridiques en milieu maritime. On en parle dans ce journal avec le haut-commissaire de la République, Eri Spitz, également interrogé sur l'actualité politique du Fénois. Relier Faratea à Papeete par voie maritime. Le projet avance malgré des retards. La ligne devrait être exploitée par l'APT Express à partir de juillet. On fait le point dans cette édition. Feu vert de l'Assemblée nationale pour le droit à l'aide à mourir, une réforme sociétale et historique qui devrait être étendue à la Polynésie française où le sujet reste sensible. Nos parlementaires estiment même qu'une consultation préalable est nécessaire auprès de la société polynésienne et notamment des confessions religieuses. Les premières réactions politiques dans ce reportage de Thomas Chabrol et Tauhiti Toniuamusan. Pour 305, contre 199, l'Assemblée nationale a adopté. Un scrutin historique, 2 ans après le lancement des travaux, les députés ont adopté largement la proposition de loi sur l'aide à mourir ce mardi 27 mai. Ils ont aussi approuvé à l'unanimité un texte plus consensuel sur les soins palliatifs. Le gouvernement central étend les dispositions de ces 2 textes à la Polynésie, mais dans les rangs des élus polynésiens, on accueille ce sujet sensible avec prudence. Je pense aussi que c'est un sujet de société où il faudra voir les religions. J'ai des premiers rendez-vous, consulter le personnel médical parce que ça demande aussi une formation et est-ce qu'on est équipé pour, est-ce qu'on a le personnel adéquat et consulter les familles polynésiennes. Alors je tiens quand même à rappeler que c'est un choix personnel si on veut continuer à vivre ou bien sinon cette souffrance est-elle encore supportable pour vivre. Nicole Sanquer, tout comme Mereana Redarbelou, se sont donc abstenus. Et s'il était absent au moment du vote, Moerani Frebo affiche la même réserve. La population polynésienne, la société civile, les religions, les élus doivent être consultés au préalable. Vous avez vu qu'en métropole, depuis plusieurs mois maintenant, les Français sont consultés. On a eu plusieurs jours de débat à l'Assemblée nationale sur ce sujet et je pense qu'il ne serait pas du tout opportun qu'on étende le texte à la Polynésie sans qu'il y ait eu d'échanges localement. Prudence également du côté du Tavini qui s'interroge sur la datation d'une telle loi en Polynésie. Ancien député, Steve Chayou a lui-même travaillé sur ce texte et milité pour ramener le débat à Taraoi avant de le porter au Palais Bourbon. Nous savons très bien que nous vivons dans une société où la foi, et notamment la foi chrétienne, est très prégnante. C'est une de nos particularités polynésiennes, j'ai envie de le dire. Et ça, nous ne pouvons pas l'occulter. En tout cas, dans le débat public polynésien, nous ne pouvons pas l'occulter, comme c'est le cas, par exemple, en métropole, où là, par exemple, la prégnance des religions et de la foi n'est pas aussi forte que chez nous. L'aide à mourir sera donc un droit, à condition d'être majeur, français et d'être atteint d'une maladie incurable. Une maladie qui engage aussi le pronostic vital et qui provoque des souffrances physiques ou psychologiques. Enfin, la décision devra être prise en toute conscience. C'est un texte qui va dans le bon sens, c'est mon avis personnel. Il encadre bien les choses. C'est pas le Far West, c'est pas l'anarchie. C'est pour des pathologies bien précises, sans rémission possible, avec une personne qui est en capacité psychologique de décider pour elle-même. Donc les choses sont vraiment bien encadrées. Effectivement, dès lors qu'on parle de la fin de vie, c'est un débat sociétal. Alors ce qu'on peut regretter, c'est effectivement que ce débat se passe à Paris et qu'ensuite cette loi soit appliquée par voie d'ordonnance chez nous. Le texte n'en est qu'au début de son parcours législatif. Il doit encore être examiné au Sénat avant la fin de l'année. Justice en bref, une institutrice de 61 ans exerçant à Papara a été condamnée à 6 mois de prison avec sursis pour des violences répétées sur ses élèves de CP en 2019. Coups sur la tête, tirage d'oreille et coups de pied ont été confirmés par plusieurs enfants. À la barre, l'enseignante a minimisé les faits, estimant que ces méthodes étaient courantes dans l'ancienne génération. Elle devra verser 50 000 francs à chaque victime. L'article détaillé est à retrouver sur notre site tntvnews.pf.
Et au tribunal administratif, n'en déplaise au président de l'Assemblée de Polynésie, le rapporteur public a déjà donné le ton ce matin. Il propose d'annuler la délibération votée en décembre par la majorité Tavini. Ce texte autorisait le président de l'institution, Anthony Géros, à engager des actions en justice en France et à l'international, y compris auprès de l'ONU, pour ouvrir un dialogue sur la décolonisation avec l'État. Saisi par le haut-commissaire, la juridiction rendra sa décision le 10 juin. On écoute la réaction de l'avocat de l'Assemblée, maître Thibault Millet. Il répond à Yann Roy. Sujet très secondaire, c'est sur celui de la compétence de l'Assemblée pour demander à l'État un dialogue de décolonisation. Donc c'est vraiment un sujet secondaire sur des questions de forme, de procédure. Ce qu'il faut savoir, c'est que la demande de dialogue a bien été formulée. Il n'y a pas eu de réponse de la part de l'État et qu'aujourd'hui, depuis jeudi dernier, jeudi 22 mai, il y a une demande qui a été formulée devant le tribunal administratif au nom de l'Assemblée pour précisément forcer l'État à engager ce dialogue qu'il refuse d'entamer avec les institutions de Polynésie française. Et ça va être là le vrai sujet. Il faut bien comprendre que cette demande, elle est résolument démocratique. Parce qu'elle consiste, d'une part, à dialoguer, ce qui est le fondement même d'une démocratie. C'est là le point important, c'est qu'elle consiste ensuite à redonner au peuple le pouvoir de choisir son destin. C'est ça l'objectif de cette démarche. Le destin et le choix qui sera fait par le peuple lui appartiendra. Ça sera un statut peut-être vers l'indépendance, ça pourrait être un statut plutôt vers le statu quo. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que jusqu'à aujourd'hui, depuis plusieurs décennies, les gouvernants ont confisqué ce choix au peuple, qui est la seule colonie française à n'avoir jamais finalement bénéficié du droit d'exprimer tout simplement son choix. À l'heure où la planète s'interroge sur l'avenir des océans, la Polynésie accueille pour la première fois le Congrès international des pénalistes francophones, des juristes du monde entier réunis pendant 3 jours à l'université autour d'une question: comment faire appliquer le droit pénal dans nos espaces maritimes? Un enjeu crucial quand on sait que notre Fénois est essentiellement composé d'eau et que la France possède ici sa plus vaste zone économique exclusive. Avant d'en discuter avec le haut-commissaire, voyez ce reportage de Nicolas Pérez. Dans un pays composé à plus de 99% d'eau, la tenue d'un congrès sur la protection des océans n'a rien de très étonnant. Venus des 4 coins du monde, de nombreux juristes et chercheurs se penchent pendant 3 jours sur le rôle du droit pénal dans la préservation des océans et la lutte contre les différentes formes de criminalité qui y prennent place. Et pour certains, l'Hexagone fait office d'exemple. La France, parce qu'elle possède le second espace maritime mondial, a vraiment mis en place un dispositif pénal très performant depuis l'origine. 1979, première grande pollution en France, maritime, avec une marée noire d'ampleur. Et du coup, la France a intégré toutes les conventions internationales. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on est en France l'un des pays qui fait référence en matière de protection pénale de l'environnement, mais aussi et particulièrement des océans. Pourtant, si l'armada juridique existe, les contrevenants passent souvent à travers les mailles du filet. La faute à un manque de formation et de structure. Donc, il y a aujourd'hui des magistrats, il n'y a pas de grande spécialisation en matière d'environnement et encore moins pour l'océan. Donc il faudrait des infrastructures matérielles, humaines, et puis il faut aussi arriver à pouvoir avoir parce qu'au départ, il faut toujours une enquête. Donc il faut des forces policières. On évolue en France vers une gendarmerie qui est de plus en plus spécialisée. C'est-à-dire qu'il faut arriver à constater tout de suite l'infraction si on veut déclencher ensuite la phase pénale. Autre piste donnée à l'océan, le statut de personnalité juridique. Ainsi, cet espace naturel serait reconnu comme une entité ayant des intérêts propres, pouvant agir en justice pour protéger ses ressources et son intégrité. Il ne suffit pas de proclamer des droits. Un des pays précurseurs en la matière, c'est l'Équateur, qui a intégré effectivement dans sa constitution l'octroi de droits donc à la mère nature pour lui permettre d'être protégé juridiquement. La question que je me suis posée, c'était de savoir si c'était simplement un symbole ou si on pouvait avoir des actions judiciaire derrière, et il y a à peu près 13 actions qui ont été menées à ce jour. Je pense que si on donne la personnalité morale à l'intelligence artificielle, on doit pouvoir donner la personnalité morale à la nature, à des forêts et à l'océan. C'est beaucoup plus réaliste à mon avis que d'aller chercher à vouloir donner la personnalité morale à des machines ou à des robots. Mais le droit pénal a ses limites, à l'image du président Trump qui veut accélérer l'exploration minière dans les eaux internationales, remettant en cause l'autorité mondiale des fonds marins.
On le voit bien, à l'échelle d'une guerre, il y a la Cour pénale internationale. Est-ce que pour autant, du jour au lendemain, on va réussir à poursuivre des personnes qui sont à la tête d'un pays, surtout si c'est un pays qui est important, ça s'avère un petit peu compliqué quand même. Victime silencieuse des hommes, l'océan serait, selon les études environnementales, pollué à plus de 75% par des activités terrestres. Les défis maritimes contemporains au cœur de ce 7e congrès du Comité international des pénalistes francophones, une thématique pleinement d'actualité. 2025, année de la mer, et Nice qui accueillera dans quelques semaines la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. On en parle avec vous, monsieur le haut-commissaire, bonsoir. Yorana, bonsoir à vous et à vos téléspectateurs. Alors le droit français est robuste en matière de protection des océans, on vient de l'entendre, c'est en tout cas ce que soulignent les juristes présents lors de ce congrès. Mais une question revient, qui fait appliquer ce droit? Les forces armées, les forces policières sont-elles assez nombreuses et suffisamment formées pour agir? Ces derniers mois et même ces dernières années, la gendarmerie s'est considérablement renforcée. Les atteintes à l'environnement sont une des priorités, avec les violences intrafamiliales et la lutte contre la drogue. Moi, j'observe en tout cas que ce colloque, c'est une très bonne nouvelle. Il montre la mobilisation de l'ensemble de la Polynésie pour aller à Nice dans quelques jours. On poursuit tout de même, puisqu'il il soulignait également peut-être le manque de spécialisation des magistrats. On sait l'indépendance de la justice française, mais vous, comment l'État pourrait intervenir pour peut-être répondre à ces besoins? Vous savez, quand on parle des magistrats, en général, j'évite de répondre parce qu'il y a la séparation des pouvoirs. Donc, non, je pense qu'il y a quand même un consensus pour qu'il y ait une plus grande fermeté pour les atteintes à l'environnement. Et je pense que les dernières décisions judiciaires des magistrats en tiennent compte. Vous parlez à l'instant du rendez-vous à Nice, du prochain rendez-vous à Nice. Le président Moïtei Broderson prévoit d'y annoncer la transformation, la volonté de transformer notre ZEE en aire marine protégée de catégorie 6. Cela a d'ailleurs été discuté avec vos services. Quel est l'objectif politique et environnemental derrière ce changement? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, déjà, je veux saluer la mobilisation de l'État, du pays, des associations, des laboratoires de recherche, de l'université, on l'a vu tout à l'heure, du cluster maritime. Nous allons être une délégation de 109 personnes polynésiennes à Nice à partir du 6 juin, ce qui nous fait de nous l'égal d'autres pays. Et nous avons obtenu d'occuper un tiers du stand France, ce qui est énorme, mais vous me direz c'est aussi en proportion des océans qui sont en Polynésie. Et il y a une mobilisation tout à fait exceptionnelle. Et effectivement, parmi les axes que nous allons développer, il y a la protection de l'océan. Alors ici, la dernière activité de pêche illégale remonte à 2007. Nous allons essayer aussi d'avancer le concept novateur de Raoui, où c'est les gens qui prennent en main leur propre protection, en quelque sorte. Et puis le modèle de pêche durable de la Polynésie, avec hameçon, avec délivrance uniquement de permis de pêche aux Polynésiens. Et bien évidemment, l'action du président Broderson en collaboration étroite avec le ministère de l'Environnement pour avoir un degré de classification plus élevé va dans ce sens. Mais nous sommes efficaces, je le rappelle, nous allons avoir 2 nouveaux patrouilleurs, 3 nouveaux Falcon, un système de contrôle par satellite. Donc la France non seulement contrôle bien sa zone, mais va aussi offrir sa protection aux pays voisins, puisque les poissons ne connaissent pas les frontières. Et le meilleur moyen de nous protéger, c'est aussi d'aller protéger les pays voisins qui le souhaiteraient. Une délégation de plus de 100 personnes, donc une délégation polynésienne de plus de 100 personnes. L'UNOC, c'est à Nice, c'est pas à Papeete. Pourtant, c'est ici qu'on est en première ligne. On aimerait savoir, la Polynésie est-elle pleinement consultée lors de ces rendez-vous ou elle est uniquement là, elle est uniquement mise en vitrine? Non seulement la Polynésie a été consultée, mais sur les 600 projets déposés à l'ONU, il y en a une trentaine qui ont été retenus pour de ce qu'on appelle en anglais des side events, dont le nôtre, le projet porté par la Polynésie et la Tetiaora Society sur les grands fonds marins a été retenu. Il se déroulera en zone bleue, c'est-à-dire dans la zone où évoluent les chefs d'État. Et c'est une grande fierté pour nous d'avoir réussi collectivement à atteindre cet objectif. On peut dire que la Polynésie est pleinement impliquée dans les échanges, et notamment sur le côté décisionnel. Non seulement elle est impliquée,
Mais notre ambition, c'est de montrer que la Polynésie, elle a peut-être des solutions à offrir au reste du monde. Qu'elle peut être en avance sur certains sujets, l'énergie, la nourriture de demain, la cosmétique, la protection, le réchauffement climatique, le blanchiment des coraux. Sur tous ces sujets, on a des choses à dire et on a des propositions à faire au reste du monde. Et croyez-moi, on est motivé pour qu'on n'oublie pas l'intervention de la délégation polynésienne à Nice. L'engagement de l'État en Polynésie ne s'arrête pas à la protection de l'océan. Vous venez de publier votre bilan annuel de 222,8 milliards de francs injectés en 2024. C'est considérable, hein. Que dit cet effort financier de la vision de l'État sur le statut d'autonomie de la Polynésie finalement? L'État ne se limite pas à une lecture stricte du statut d'autonomie. Sinon, il y a un certain nombre de dépenses qu'il ne ferait pas au profit de la Polynésie. Je prends un exemple, les dotations globales de fonctionnement que l'on donne aux communes par habitant sont de 33 000 francs pacifiques par habitant en Polynésie, de 20 000 francs pacifiques en métropole. La fameuse taxe de sûreté qu'on paye sur les billets d'avion, non seulement elle est reversée à l'aéroport de Tahiti, mais l'État rajoute 5 millions d'euros de manière à ce qu'on puisse financer l'ensemble des dépenses de sûreté. Donc c'est un regard de bienveillance. Nous sommes tous dans la République française avec ces belles valeurs que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Puisque vous faites le comparatif entre la Polynésie et la métropole, on se demande pourquoi, quel est l'intérêt de l'État, pourquoi cet effort supplémentaire en Polynésie française de la part de l'État? C'est pas un intérêt, enfin il n'y a pas plus d'intérêt pour la Bretagne, l'Alsace ou la Polynésie. Nous sommes la République française, nous devons l'égalité d'accès aux droits à tous les habitants. À Maïo, par exemple, nous allons investir quasiment 2 millions de francs pacifiques par habitant pour qu'ils aient l'eau courante, l'assainissement et l'électricité. Donc même dans les endroits les plus éloignés de la République, il y a une solidarité nationale. Hein, on n'est pas des comptables. On fait d'abord jouer nos belles valeurs de la République et on va jusqu'à Maïo, on est jusqu'à Raraka pour aussi installer l'électricité. Même si ça concerne que 80 habitants, on le fait. Parce qu'on est tous solidaires. De la solidarité nationale. Donc, les indépendantistes martèlent ces derniers jours que l'État perçoit des recettes importantes en Polynésie. Anthony Giros l'a lui-même affirmé sur ce plateau dimanche soir. Quelle est la réalité des recettes de l'État en Polynésie aujourd'hui? De quelles recettes parle-t-on exactement? C'est extrêmement simple. L'État a 1,2 milliard de recettes en Polynésie, qui se décomposent ainsi. 34% pour les évasanes, qui sont payés par la CPS. En général, la CPS a des accords avec des compagnies aériennes, mais quand elles sont défaillantes, c'est l'armée qui supplée, donc il y a une facturation, 34% d'1,2 milliard. Ensuite, l'État verse des fois par erreur des indus sur les salaires et les primes des fonctionnaires, donc il récupère ces indus. L'État a aussi des régies. Par exemple, quand on héberge un fonctionnaire, il doit donner 15% de son salaire. Donc il y a une régie pour empocher ça. Et puis il y a aussi tout ce qui concerne, mais c'est peu élevé, 56 millions des condamnations pénales pour détournement de fonds. Voilà, ça c'est l'ensemble des recettes de l'État. Vous voyez bien, c'est plutôt un prélèvement sur les fonctionnaires eux-mêmes pour les loyers ou pour des indus. Il n'y a pas, par exemple, de recettes de l'État liées aux amendes. L'intégralité des amendes, les amendes routières sont versées au pays. Pardon ? Ou aux saisies. Ou aux saisies criminelles. Alors, la saisie des avoirs criminels, c'est encore effectivement autre chose. C'est à peu près la même somme et je compte bien que ce montant augmente en 2025. La saisie des avoirs criminels n'est pas reversée à l'État. C'est un peu plus d'1 milliard de francs pacifiques l'année dernière. Il est versé à une agence de gestion, de saisie et de gestion des avoirs criminels, qui était d'ailleurs présidée par l'actuel procureur général près de la cour d'appel de Papeete. Et ces sommes sont dédiées à la lutte contre la grande criminalité, le trafic de drogue aussi. Donc ces sommes, on les revoit ensuite sur le FENOA. Le détail des recettes que vous venez de nous présenter, il est connu. Il a d'ailleurs été présenté aux médias lors de la présentation du bilan annuel. Pourtant, on a l'impression que les indépendantistes parlent d'autres recettes, de recettes dont on ignore réellement la nature. En avril, le président de l'Assemblée a annoncé la création d'une commission d'enquête sur les enjeux géostratégiques, économiques et environnementaux de la Polynésie et de sa ZEE avec un budget de 25 millions de francs. Est-ce que vous y voyez une volonté d'évaluer finalement la valeur de la Polynésie et de ses ressources?
la Polynésie, elle est inestimable par définition. Non, mais attendez, quand on parle de dépenses et de recettes, ça s'appelle du droit budgétaire, du droit fiscal, de la comptabilité. Il y a des tableaux, il y a des chiffres. Moi, tout ce dont vous ai parlé, tout ce qu'il y a dans la plaquette et ce que je vous ai dit sur les recettes, c'est retracé de manière comptable. Il n'y a pas de recettes magiques qui aillent dans le sens de la Polynésie française vers l'État, à part ce milliard dont je vous parlais, un peu la saisie des avoirs criminels. Alors, toutes ces questions s'inscrivent dans un contexte plus large, celui des discussions autour de l'évolution statutaire du pays. Les indépendantistes demandent que l'État entame un dialogue sur la décolonisation. Vous, qui êtes in situ ici en Polynésie, que pouvez-vous nous dire sur la position actuelle de l'État? Moi, j'observe que sans surprise, j'ai saisi, Tony Géraud l'avait bien dit, le tribunal administratif suite à la délibération que vous avez énoncée. Sans surprise, le tribunal administratif a saisi le Conseil d'État qui a rendu un avis qui n'est pas surprenant. Et aujourd'hui, effectivement, le rapporteur public demande l'annulation de cette délibération. Alors, il y a aussi peut-être d'autres recours qui vont être portés auprès du président de la République et qui feront l'objet d'un contentieux qui vient d'être déposé devant le tribunal administratif en lui demandant d'enclencher le mouvement de décolonisation. Mais là aussi, on sait qu'il s'agit d'un acte de gouvernement et donc cette demande est totalement illégale. Sans surprise, la plupart de vos téléspectateurs se moquent complètement de ces sujets. Quand je vais sur le terrain, moi on me parle prix du riz, cherté des prix, accès au logement, emploi, vie quotidienne, santé, éducation. Et c'est sur ces sujets-là qu'on travaille. Alors vous l'avez dit, on va avec le président Boverson à l'UNOC pour monter aussi un deuxième pilier économique autour de la mer. On travaille sur le numérique avec l'arrivée du câble et de Google. Voilà des sujets qui intéressent les Polynésiens, mais je n'ai jamais entendu dans la rue des gens qui me parlent des réquisitions ou de l'avis du Conseil d'État. Tout ça paraît très éloigné, très éloigné de la réalité quotidienne des Français et totalement absent des débats lors de la dernière campagne électorale. Cela ne semble pas être en tout cas l'avis des indépendantistes. Merci, monsieur le haut-commissaire, d'avoir accepté notre invitation ce soir. C'est moi. Et eux aussi porteront la voix du Fénois à Nice. Dans quelques jours, 4 élèves du collège-lycée de Boura Boura et leurs professeurs participeront à la conférence des Nations Unies sur l'océan. Ils y animeront 3 ateliers pour mettre en lumière leur île et surtout la richesse de ses récifs coralliens. Le reportage de Jessica Doucet. Au cœur du lagon de Boura Boura, une aire marine éducative de près de 40 000 m² a vu le jour en 2019. Ce vaste espace protégé est un véritable laboratoire à ciel ouvert où les élèves peuvent observer, étudier et comprendre l'écosystème marin, ses coraux, ses poissons et la biodiversité unique qui fait la fierté de l'île. En 6e, on visite l'AME avec une biologiste. En 5e, on procède au bouturage du corail avec des scientifiques de l'île. Ensuite, en 4e, ils apprennent et découvrent la biologie de la remonta. Et ils vont la voir pour de vrai. En 3e, on dissèque des poissons pour connaître la taille de capture optimale. En parallèle avec le rahoui, on prépare déjà les enfants à respecter la taille de capture des poissons. Et puis au lycée, on a le parcours scientifique d'excellence mis en place avec le CRIOB. Près de 900 élèves de l'établissement sont engagés dans ce projet ambitieux. L'équipe pédagogique a multiplié les initiatives pour sensibiliser et mobiliser autour de la préservation des récifs coralliens. Convaincus de l'importance vitale de ces écosystèmes, 4 élèves ont été choisis pour devenir les porte-parole de toute l'île à l'UNOC à Nice. On veut montrer que Boura est une île respectueuse envers l'environnement, que malgré tous les touristes qu'on a, parce qu'on est réputé pour ça, on arrive à trouver un équilibre entre le tourisme et l'écologie qui permet de garder l'île en bonne santé malgré tous ces échanges touristiques. Et il faut savoir que Boura a une longueur d'avance énorme, même envers la France. Sur l'écologie et tout ce qui est entretien du lagon, etc. Ce petit groupe dynamique ne s'arrête pas là. Durant leur voyage, ils se rendront également au lycée Fréjus pour partager leur expérience et parler de l'ère marine éducative. Ils profiteront aussi de cette occasion pour présenter leur clip « Nous, enfants de l'océan », un hymne à la beauté et à la fragilité de leur environnement.
Bientôt, un nouveau trait d'union maritime entre Tahiti et entre Papeete et Taiarapu Ouest. Après plusieurs reports, la navette Papeete Express s'apprête enfin à lever l'ancre depuis Faratea. L'inauguration est prévue pour le 2 juillet. Après des mois de retard dû à la remise à neuf du quai, on fait le point avec David Sanbennett. Les travaux ont démarré lundi dernier et déjà les nouvelles bornes prennent forme. Confié à une entreprise locale spécialisée, le chantier doit durer environ 3 semaines, d'où le report de l'inauguration, pour assurer la remise aux normes de sécurité du quai de Faratea. Objectif, garantir une meilleure fiabilité, une capacité d'accueil optimisée pour la ligne Faratea-Papeete, soit le remplacement des 4 boulards d'amarrage en bordure de quai de 30 tonnes chacune. Alors les prochaines étapes, c'est la livraison du quai, la mise à disposition du quai qui doit se faire normalement début juillet. Une fois que ce sera fait, on pourra démarrer l'exploitation parce que le voyage test avait déjà été effectué. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller se mettre là-bas et démarrer les opérations. Malgré ce retard, Samuel Maton reste confiant. Il souligne l'engagement de la compagnie pour accélérer la mise en service et répondre à une forte demande de la population. Il s'agit de mettre en place une desserte fiable, régulière et adaptée aux attentes des locaux. Alors ce sera la fréquence actuelle, c'est-à-dire 3 allers-retours vers les îles sous le vent par semaine. Donc vous aurez 3 jours dans la semaine l'aller et 3 jours dans la semaine le retour sur Taiarapu. Et le mardi, du coup, on fera l'aller-retour dans la journée. Et pour fluidifier la fréquence des départs et les flux de passagers, la compagnie annonce la mise en place d'une nouvelle organisation dès la rentrée scolaire. On pense mieux servir Taiarapu, c'est-à-dire qu'on descendra de Taiarapu le lundi matin, à 5 h départ de Taiarapu pour arriver à 6 h en ville. Ensuite, on fera nos allers-retours vers les Raromatei comme c'est prévu habituellement. L'aller-retour dans la journée le mercredi entre Taiarapu et Papeete. Et on reviendra ensuite des îles le vendredi après-midi pour ramener tout le monde sur Taiarapu le vendredi en fin de journée. Donc 16 h 30 départ de Papeete pour arriver à 17 h 30 sur Taiarapu. Pour accompagner ces changements, un guichet dédié à la Papeete Express a été installé sur le parking d'Eistaravao depuis début avril. Il facilite désormais l'achat de billets et l'information du public et selon l'agent de vente, il y a une forte attente des usagers. Écoute, j'avais une cliente qui est passée il y a 2 semaines. Elle me racontait que ça fait 20 ans qu'elle prend le bus car elle travaille sur Faa et qu'elle était fatiguée de se lever aussitôt. Donc elle est impatiente que la ligne s'ouvre et pour prendre un peu le bateau un peu plus tard et prendre le retour en bus, ça la dérange pas. Et vu que le tarif il a baissé en bus, donc nous ça les arrange. Si la nouvelle ligne a vocation à désengorger les routes, elle doit aussi permettre au groupe Toatea de rééquilibrer les finances et pourquoi pas relancer la Papeete Express aujourd'hui en redressement judiciaire. Voilà, on termine sur une bonne nouvelle pour nos jeunes téléspectateurs, un peu moins pour le porte-monnaie de leurs parents. Les fêtes foraines ouvrent leurs portes dès demain à Pirée et à partir de vendredi à Utumauro. Avant de lancer les premiers tours de manège, place aux derniers préparatifs devant la caméra de Liora Bonic. Pirée accueille cette année les papillots habituellement installés à Vaitupa. Une quarantaine de forains se préparent pour l'ouverture. Plus d'une centaine d'emplois sont mobilisés pour cette saison. Une opportunité pour de nombreux jeunes de la commune et une dynamique qui rassure à l'approche de l'ouverture. Les pompiers et la police municipale est passée ce matin pour voir faire un premier jet. Tout est complètement correct. Et si tout est OK, mercredi soir, on est parti. On s'attend à un record d'affluence cette année, puisqu'on a une visibilité plus que ce qu'on avait avant. Et on est sur une voie principale et on couvre toute la côte Est. Pour la première fois, les manèges resteront en place 75 jours, une durée inédite. Le coup d'envoi officiel sera donné par un feu d'artifice le 30 mai à Pirée, mais aussi à Utumauro. Installés sur le même site depuis 2017, ils se sentent prêts à accueillir la foule une année supplémentaire. Il y a une quarantaine de tenants de baraques et propriétaires de manèges. On va dire on est plus d'une dizaine. Par rapport à l'année dernière, on a rajouté le karting, si vous vous en rappelez. Le karting, il avait été mis il y a plusieurs années maintenant lorsqu'on était en ville déjà. Et donc on l'a remis.
Une attraction qui deviendra peut-être l'incontournable de la saison. Le rendez-vous est donné, les festivités démarrent dès le 28 mai à Pirae, puis le 30 à Utumaoro. 2 ouvertures à ne pas manquer pour profiter pleinement de cette parenthèse foraine. Après l'information, place au divertissement sur TNTV. Dans quelques instants, retrouvez Ramzi Malouki dans un nouveau Ciné Nuit, puis place aux stratégies et aux tensions avec les aventuriers de Koh Lanta. Rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité. Excellente soirée à tous. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.